une tentative pure et simple de me discipliner. D'accord. Et comme j'étais déjà très éveillé, que je connaissais pas mal de choses que je vais vous dire ce soir, d'accord, j'ai décidé de me lancer dans la résistance. Très bien. Et donc en 2014, le 18 juin 2014, je faisais un appel. On peut presque le mettre. Par quel intermédiaire avez-vous fait cet appel? Alors je l'ai fait sur internet et ça a fait le tour du monde. Ça a fait à tous les Français. En fait, je faisais une allusion évidemment au général de Gaulle. Apparut une affiche. Alors, on va essayer de vous la mettre. Non, prends ton temps, on va la mettre. Ah oui, oui, je veux. Tout fait partie de cette affiche. Et je vais vous l'expliquer un tout petit peu parce qu'il y a des fois des gens qui la détournent en raison que j'ai mis les 3 couleurs. Alors attends, vous avez dû vivre des moments terribles alors quand on a dû vouloir vous assassiner comme ça. Alors il faut que tu reviennes. C'est intéressant. Son vécu. De ce fichier, c'est notre fichier. Ça te permet de dresser le personnage, tu vois. Alors tu vas voir, je vais dire. Voilà. Donc mon premier nom sur internet. Ah, vous êtes comme moi, vous avez plusieurs identités. Oui. Non, c'est dans cette lettre. J'ai 60 ans, j'assure. 60 ans? Oui. Ah oh, bien. Ah, il est en train de charger. Donc oui, tout est parti d'un texte. On va vous le présenter, je pense qu'il va arriver. Sinon, je vais vous le présenter en image. C'est important l'arbre généalogique, tu vois. Je vais la voir ici. Pourquoi t'en arrives là? Vous allez voir. Et oui. Donc ce texte-là, en fait, c'était vraiment une allusion à De Gaulle, qui avait fait par rapport à la résistance. Et donc je me suis dit, on est aujourd'hui dans une situation assez similaire que la guerre. Et donc j'ai vraiment écrit un texte tout simple. Et ce texte a eu un gros impact, parce que je pense qu'il dit simplement une triste réalité de notre société. Et ensuite, ce qui a fait qu'il a eu un peu plus, c'est que j'ai eu en même temps une certaine Madame Belkacem, qui était ministre... Ça dit quelque chose, ça? Donc elle était ministre du Sport, et qui est venue à Buja. Et puis, en venant à Buja, au centre sportif, juste à côté de chez moi, j'ai rien eu comme idée de lui mettre l'affiche tous les 50 cm tout le long de mon bâtiment. À savoir que... C'est celui-là. À savoir que je suis tout seul et que c'était ma propriété, donc il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas interdire l'affichage de ce document. Attends, je vais regarder. Donc voilà, moi je peux vous le lire si vous voulez. Ah non, voilà, je vais vous le lire. Ouais. Alors, à tous les Français, travailler, manger, se loger, protéger nos enfants devient de plus en plus difficile, voire déjà impossible pour certains d'entre nous. La misère ronde tous les jours sous nos yeux et chacun d'entre nous perd espoir tout tour à tour. Nos dirigeants, ces mafieux du siècle, dans leur majorité, se sont accaparés le pouvoir, vendent la France aux plus offrants, suppriment et détruisent notre armée, créent des injustices en exacerbant les haines entre les communautés, volent notre liberté d'expression en achetant les médias afin de diffuser leur propagande, vendant leur vérité, ont vendu notre monnaie et créé des dettes insupportables pour les peuples, ont volé les pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs au peuple. Pour croire à la démocratie alors qu'ils dirigent en dictature, le peuple de France a perdu des batailles, mais pas la guerre. Mobilisons-nous, notre nation est en danger de mort, prenez conscience du monde, nous vivons, renseignez-vous sur les mensonges, luttons pour sauver la France. Donc ça, c'était en janvier 2014. Alors, c'était en juin 2014 que je l'ai publié. C'est juin, voilà. 18 juin. Il faut imaginer qu'il a été imprimé plus de 500 000 fois. Pardon? Il a été imprimé plus de 500 000 fois. C'est pas vrai. Il a été mis dans plein d'endroits en France, mais même à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'étranger, ils ont changé à tous les Français et des fois ils se sont appropriés en mettant au Canada, au Gabon, etc. C'est pas vrai. Et ce document continue à circuler, hein. Je vous annonce qu'il circule un petit peu. Alors je vais préciser un élément important, parce que des fois les gens, parce que j'ai mis le drapeau bleu, blanc, rouge, veulent m'associer avec le Front National. Parce que surtout à cette époque, c'était systématique. Oui. Vous mettiez le bleu, blanc, rouge, vous étiez automatiquement Front National. Mais c'était à l'époque de Le Pen, c'est pour ça. Voilà, alors en fait, moi ça n'avait rien à voir avec ça. C'est comme le nom, c'est un nom qui m'est venu un soir rentrant d'une journée de travail. Je cherchais un nom, je ne voulais pas apparaître sous mon nom, parce que je suis quelqu'un qui ne cherche pas à être visible en soi. Moi, mon but, c'est pas d'être une personne. Parfait. C'est de travailler pour toute la collectivité. La notion de collectif est très importante. Et donc, cette notion devait rester générale, et j'ai utilisé bleu, blanc, rouge parce que je me suis dit, il faut que j'ai une base de travail. Et la base de travail, c'était la Constitution, donc la France. Donc la Constitution, elle implique
cette notion des 3 couleurs. Et donc j'ai pris les 3 couleurs pour ça. Donc voilà un petit peu le pourquoi du comment. Et quand j'ai lancé ça, c'est vrai que nos dirigeants l'ont pris très au sérieux. Parce que, à l'époque, c'était qui? Alors, attends. Alors, c'était M. Valls, par exemple. Ouais. Vous ne le savez pas, mais il a fait un discours. Ah, Emmanuel, ouais. Emmanuel en a fait s'en est inspiré pour faire son discours avant de partir en vacances. Salopard. Parce que dedans, il y a des subtilités. Alors, je ne vais pas toutes vous les dire pour des raisons de sécurité. Mais je fais des allusions, par exemple, au siècle. En fait, le siècle, c'est une loge franc-maçonne qui dirige notre pays, par exemple. Après, il y a des petits éléments, des structures un peu particulières qui font allusion aux francs-maçons. Est-ce que tu pourras développer un petit peu ce qu'est un franc-maçon et tout Oui, je le ferai juste après la fin de la présentation. Donc voilà, ça c'était pour me présenter et expliquer comment on en était arrivé là. C'est bien. Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est parfait. Comme ça, on voit votre manière de penser. Donc voilà, oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une manière de penser. Donc à partir de là, j'ai commencé à vouloir me rapprocher des groupes qui existaient. Donc, parce qu'avant les Gilets jaunes, il y a eu plein de groupes qui ont tenté la même chose que vous. Et donc moi j'ai voulu amener mon aide, parce que je ne voulais pas exister, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment important pour moi. Et donc j'ai apporté mon soutien à pas mal de groupes. Malheureusement, comme vous pouvez le constater aussi aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des problèmes d'égo, des gens qui veulent exister plus que d'autres, certains qui veulent imposer sans écouter les autres. Malheureusement. Et j'avais du mal à me retrouver. Donc progressivement, j'ai commencé un petit peu à prendre mon indépendance et un petit peu à imposer, entre guillemets, j'ai regardé mon identité, je dirais. Important. Et après, je cherchais une idée pour pouvoir être légal, faire une action légale. Parce que la rue, c'est bien, c'est vrai que c'est un, mais ce que vous ne savez pas, c'est moi j'ai étudié les révolutions, mais la rue, c'est la finalité. Ouais. En réalité, les révolutions qui ont fonctionné commencent toujours par intégrer le système et ensuite on le renverse. Je suis d'accord. Et donc, à partir de là, j'ai dit comment on fait pour intégrer le système? Il faut regarder qu'est-ce qui leur fait peur. Et donc, c'est là qu'on a essayé d'imaginer une solution avec ma femme. Comment on fait pour se défendre face à ces pourris, comme on dit. Et j'ai dit qu'est-ce qui leur fait plus peur? La loi et l'argent. Et donc, j'ai dit on va lier les deux. Et c'est comme ça qu'on a mis en place la désobéissance civique. Et que j'ai décidé, j'ai dit, écoutez messieurs, vous êtes hors la loi. Eh bien si vous êtes hors la loi, moi je n'ai pas à me baser sur vos lois à vous, je ne les respecterai plus. Et je ne paierai plus. Vous avez pu, alors, question tout à fait personnelle. Oui. Vous avez été donc dans le collimateur de pas mal de monde. Oui. Est-ce que vous avez pu continuer à travailler normalement? Est-ce que votre vie de couple n'en a pas pâti? Est-ce qu'il n'y a pas eu des stress, des menaces? Vous avez dû vivre un enfer. Alors, c'est compliqué. Oh, évidemment. J'imagine. Maintenant, je vis mes convictions. Il y a une différence, vous savez la différence qu'il y a entre une idée et une conviction? Oui. C'est ça la différence. En fait, c'est que je ne défends pas des idées, je défends vraiment des convictions. Je suis un humaniste dans l'âme. Pour ceux qui me connaissent savent comment je suis. Je suis trop généreux. Parce que c'est vrai que souvent ça me m'entraîne. On dit trop bête et trop con. Voilà, on peut le dire. Et c'est vrai que ça m'a entraîné des fois dans des situations complexes. Et avec ma femme, c'est clair que c'est compliqué. Il faut savoir dire non et mentir et jouer dans la cour des cons. Oui, mais voilà, après, je ne serai plus toujours en accord avec moi-même, donc il faut équilibrer les deux. Je l'ai fait. Alors par rapport au travail, évidemment, je vous l'aborderai un petit peu tout à l'heure, mais ça a mis évidemment en difficulté mon entreprise, parce qu'ils ont essayé par tous les moyens de m'empêcher de travailler. Et ils essayent encore, mais c'est très compliqué parce que maintenant, j'ai vraiment démontré ce qu'on appelle la morale administrative. Donc je vous expliquerai ça justement, c'est le débat d'aujourd'hui. Donc je vais revenir sur cette notion de désobéissance civique. Donc comme je vous expliquais vite fait, donc j'ai lu la Constitution. Donc la Constitution, alors on va reprendre le document de tout à l'heure s'il te plaît. Donc comment est constituée notre Constitution? Est-ce que vous le savez un petit peu? Parce que elle est en fait, très peu de gens l'ont lu, la Constitution, c'est ce document de marche. Donc la Constitution, elle est composée, on va dire, de 4 parties. Et je dirais, on pourrait même faire, comme vous avez pu voir, je fais une ligne et puis une chanson. En fait, c'est très important. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans les écoles, or on ne l'apprend jamais. Je dis bien jamais. Il n'y a plus rien. On vous apprend que la première déclaration des citoyens, déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On vous l'a fait.
que dire, mais on ne vous la fait pas particulièrement étudier. Parce que souvent, c'est du vieux français. Alors, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais ça, c'est la base. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que le 3 juin 1958, quand De Gaulle a créé la Constitution, il a décidé de rajouter le préambule de 1946. Et si vous avez lu le préambule de 1946, bien vous allez retrouver toutes les revendications des Gilets jaunes. Je dis bien toutes. Elles y sont notées, noir sur blanc. Ce qui prouve que ce que vous demandez est parfaitement légitime, parce que, il y a ce qu'on demande, hein, parce que je dis non, je suis aussi concerné, eh bien, est parfaitement légitime, parce que c'est ce qu'on nous avait promis. Et c'était écrit dans notre Constitution, donc c'est légal. Et ensuite, en 2004, ils ont eu l'idée de rajouter quelque chose d'intéressant. Alors cet élément-là, je ne vais pas trop vous en parler ce soir, parce qu'il faudrait faire presque un débat à part entière. Mais je vais vous expliquer que là-dessus, ça nous permet de pouvoir envisager de faire des actions pour l'autonomie, qui sont intéressantes. Parce que grâce à ça, il nous permet de ne pas nous interdire certaines choses qu'ils essaient de nous interdire au niveau des graines, au niveau de la plantation, etc. En 2004, qui c'est qui est à l'origine de la charte de l'environnement? Alors c'était ceux, il y avait monsieur Jospin, il y avait je ne dis pas de bêtises, oui c'était Jospin et Chirac. Ouais, Jospin Chirac. Voilà. C'est eux qui avaient lancé cette idée-là, donc c'est une très bonne chose. Et donc comme les éléments de base, qu'est-ce que c'est ces les préambules, la charte, attends. C'est parti. C'est le câble, je pense. C'est le câble qui bouge, voilà. Le préambule, la déclaration des droits de l'homme, ce qu'il faut comprendre, c'est noté dans le préambule. Hein. Donc la première chose, un préambule, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne la ligne de conduite, ce que l'on doit suivre en priorité. C'est-à-dire ça, c'est au-dessus de tout le reste. Mais quand je dis tout, c'est tout le reste. Donc si ça, c'est pas respecté, le reste après en dessous ne peut pas être respecté. Donc déjà. Donc là, on est déjà sur un point fondamental de compréhension. Et j'insiste bien parce que c'est vraiment très important. Vous allez le comprendre tout à l'heure quand je vais vous présenter la pyramide de Kessler. Quand ils ont eu fait ça, on rajoute dans notre constitution, c'est comment fonctionne notre pays, la gestion. Et donc, c'est l'organisation qu'on a présentée donc, avec les autres articles qui suivent dessous. Donc, le rôle du président, le rôle de l'Assemblée, le rôle de l'autorité judiciaire, les traités internationaux, donc toutes ces petites choses-là, qui sont de la gestion pure et simple. Hein. Je veux dire, c'est cette partie-là, c'est vraiment pour pouvoir travailler, pour faire travailler le pays ensemble. Gérer nous plutôt que... Voilà, ça c'est un autre débat. Mais justement, là, eux, ils disent, ben, celui qui gère le pays, eh bien, c'est le président de la République qui a quelque chose d'intéressant. Parce que je vais y venir tout de suite après, je vais finir dans cette première partie, mais après je vais venir sur le président, vous allez comprendre justement quel est son rôle. Donc on reprendra ça en détail. Donc si vous pouvez voir évidemment que déjà, quand vous lisez ça, on a déjà un petit souci, c'est que vous avez vu, je vous ai donné déjà des informations en disant, vous avez, la partie du haut, c'est déjà au-dessus de tout le reste. Et quand je dis tout le reste, c'est tous nos codes dépendent de ça. Donc si ça c'est pas respecté, ça fout en l'air tout le reste. Donc vous allez comprendre, au fur et à mesure de la soirée, vous allez comprendre les éléments. Donc vous avez vu, donc je vous disais, j'ai pensé au droit, donc en lisant ça, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire, parce que j'ai bien lu, quand on lit ça, je dis, mais il y a plein de choses qui ne sont pas respectées. Donc j'ai dit, si eux, ils ne sont pas légaux là-dessus, il doit y avoir plein d'autres choses qui ne sont pas légales. Et donc c'est comme ça que je me suis mis à me pencher sur toutes les autres questions de droit. Parce que quand vous êtes à l'école de droit, ce qu'on vous apprend, c'est à travailler une loi et à vous expliquer comment fonctionne la justice. Donc, tiens, si tu peux me mettre le document, on pourra le revoir tout à l'heure, mais c'est le document, alors c'est plus ici, maintenant on va plus avoir besoin de cette partie, on revient sur les images. Maintenant c'est qu'à partir de là. Voilà. Je m'excuse, on n'est pas toujours très bien organisé. Non, c'est pas. C'est celui-ci. Voilà. Donc, en fait, on vous apprend comment fonctionne le droit en France, qu'est-ce que vous devez faire comme procédure, les tribunaux, les différents tribunaux, les choses comme ça. Mais en aucune façon, en cours de droit, on nous explique la Constitution. Voilà, ça c'est ce qu'on vous explique en cours de droit. Ça c'est la base. Et donc on vous dit, ouais, ça fonctionne comme ça. Puis après on vous a dit les jurisprudences, donc les codes, on fait travailler les codes. Pareil, là aussi, tu peux me mettre la pyramide, s'il te plaît, la pyramide de Kessler. Alors je prononce très mal mon nom, hein, je suis catastrophe pour ça. Donc c'est la hiérarchisation du droit. Et ça, faut dire cette fonction-là, ce n'est quasiment jamais appliqué dans un tribunal. C'est-à-dire que quand vous allez dans un tribunal, vous présentez une loi, lui il vous dit, vous êtes au tribunal, vous avez vu juste avant, lui on dit tribunal de police. Très bien, donc vous avez le code pénal. Ok, mais si
Si vous amenez la loi constitutionnelle, comme par exemple aux États-Unis, vous avez vu, c'est quoi dans le cinéma américain, alors c'est une caractéristique, c'est vrai, dans les tribunaux, alors c'est très rare, hein, mais aux États-Unis, s'ils revendiquent la Constitution, crac, tout de suite, ça met en l'air tout le procédé. Je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, ils sont tous avocats là-bas. Voilà. N'importe qui peut être avocat. Je les connais tous. Alors chez nous, si vous faites ça, on vous dit non, on n'est pas là pour discuter du droit. Alors vous dites, ben non, c'est quoi cette histoire? Là, c'est clair, et vous voyez comment ça fonctionne? Bloc constitutionnel. Bloc après, donc le bloc de conventionnalité, donc ce sont les traités internationaux. Donc les traités internationaux sont juste en dessous de notre Constitution. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que si par exemple, et ça c'est une notion de droit très très importante que je vais vous dire, c'est qu'on prend toujours ce qui est le plus avantageux. C'est-à-dire que si par exemple dans notre Constitution, il n'y a pas un élément qui est, on va dire, qui a été bien défini, mais qu'on le retrouve au niveau du bloc, au bloc international, des traités internationaux, à ce moment-là, ils prennent le dessus. Vous voyez? Donc c'est très important parce que ça répond énormément de problèmes et de choses qui se regroupent aussi. Donc ça renforce considérablement les choses. Puis alors après, ben, vous avez ce qu'on appelle la loi, donc ce sont les codes, donc faits normalement par les députés, donc c'est eux qui sont censés... La loi à deux vitesses. Et ils sont censés être promus par le président de la République. Je dis ça parce que c'est pas tout à fait comme ça. Et ensuite, comme les juges ont envie, ils sont quand même un pouvoir à la base, je reviendrai tout à l'heure sur cette notion-là, ils se sont à juger les jurisprudences. Et puis pour finir, nous avons les décrets, donc les décrets, les arrêtés que peut faire un préfet, donc ça c'est la dernière chose. Donc vous voyez dans l'ordre, voilà, c'est ce qu'on appelle la fameuse pyramide. Donc ça permet de comprendre ça, il faut le comprendre en droit. C'est-à-dire que quand vous avez compris ça, vous pouvez vous défendre dans n'importe quelle situation. Vous n'avez plus besoin d'être d'avocat ou quoi que ce soit, parce qu'à partir de là, vous n'êtes pas plus bête que les autres, vous pouvez vous défendre. Mais les avocats, eux, ils ne utiliseront jamais ça. Vous ne direz jamais. Je ne suis pas sûr s'il y avait un avocat qui me dirait qu'il ne serait pas capable de dire que c'est pas vrai ce que je lui raconte. Pourtant, c'est une triste réalité. Et nous sommes un des rares pays au monde, dit démocratique, où ceci n'est jamais appliqué. Il faut le savoir, ou très très rarement. Donc voilà. Donc ça, c'est quand vous avez compris ça, on peut commencer à passer à autre chose, comme on dit. Maintenant, on peut aller chercher des arguments. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, comment on peut faire par rapport aux impôts? Parce que les impôts, c'est ce qui nous fait, c'est là, ils reçoivent le plus d'argent. Oui. Je vais juste interrompre avant que tu passes à autre chose au sujet de la Constitution. Oui. Donc c'est bien pour ça que Macron, il veut changer la Constitution. Tout à fait. Bien sûr. Mais les sénateurs ne sont pas d'accord parce qu'en fait, il a fait une bêtise, Macron. Ouais. C'est que